Bonsoir, bonsoir, je vais attendre un petit peu que les personnes arrivent au fur et à mesure. Donc ce soir un Facebook Live sur ce qu'on appelle le décodage biologique des maladies. Facebook Live d'une heure, donc de 20 heures à 21 heures. Je fais des formats plutôt courts, de manière à ce que vous ne vous endormiez pas au bout d'un temps trop long. Bonsoir tout le monde, bonsoir Muriel, bonsoir Nathalie. Donc un sujet passionnant qu'est l'origine émotionnelle des maladies. Salut Didier. Donc comme d'habitude, comme tous les Facebook Live, je fais un Facebook Live tous les mercredis soirs, 20 h 21 h. La semaine dernière, c'était un Facebook Live vraiment spécifique à l'endométriose. Je pense qu'en une heure, j'ai vraiment fait un tour plutôt large des origines émotionnelles probables de l'endométriose, avec plusieurs exemples. Donc s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous pouvez retourner sur ma page Facebook Pro, la Grégory Pelletier thérapeute, et puis donc, vous pourrez de nouveau visualiser, c'est en replay sur Facebook, visualiser justement cette vidéo. Donc, j'ai fait des vidéos sur l'ancrage, sur les émotions, sur la gestion des émotions. Enfin, j'ai une liste, une dizaine ou une vingtaine, je ne sais plus combien de Facebook Live. Donc, parti sur ma lancée, on ne m'arrête plus, donc je n'arrête pas d'en faire. Donc, bonsoir tout le monde. Je voudrais dédier cette soirée. Alors, je vais pas spécialement parler du Covid, sauf si vous avez des questions dessus, mais ça va pas être le sujet de ce soir, parce que c'est une maladie, le virus qu'on immatricule Covid-19, comme les autres virus, a un certain nom et certaines pathologies qui y sont associées. Mais c'est vrai que j'ai une petite pensée particulière par rapport à toutes les personnes qui, malheureusement, ont des effets secondaires plutôt indésirables suite à la vaccination qui est en relation avec le Covid-19, et notamment ce jeune, là, Anthony, de 24 ans, qui est décédé à Nantes. Donc un étudiant en médecine, sixième année de médecine, 10 jours après la vaccination, thrombose, ça lui a été fatal. Malheureusement, il n'est pas le seul à être dans ce cas-là. Et je dédie aussi un peu cette soirée à toutes les personnes qui ont pu se faire vacciner, qui ont toujours des effets secondaires plusieurs années plus tard, et surtout à tous les enfants en fait qui seront vaccinés et qui ont des troubles autistiques suite aux vaccinations, parce que ça, on n'en parle jamais. Et pourtant, c'est une vérité qui est en France et qui est à travers le monde entier, c'est-à-dire que malheureusement, on ne s'intéresse pas forcément au contenu des vaccins et à leur efficacité, c'est-à-dire qu'on croit tout ce qui se dit dans les médias, mais après, si on s'intéresse d'un peu plus près à ce qui a été écrit, eh bien, ça peut être intéressant de faire le tour. Donc, vous avez, je commence, voilà, vous avez Philippe Gendroc, Philippe Gendroc que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il a écrit plusieurs bouquins qui s'intitulent Pandora, et donc il vous fait vraiment un récapitulatif assez complet et assez concret sur les vaccins, leur efficacité ou leur inefficacité, et puis surtout les conséquences qu'ils peuvent avoir. Vous avez, voilà, moi j'ai tout un tas de bouquins. Si ça vous intéresse, je les mettrai à la liste, sur la liste là en commentaire. Tout un tas de bouquins où ce sont des médecins, ce sont des professeurs qui ont écrit les bouquins sur les vaccins et qui justement posent pas mal de questions et qui permettent aux gens de se faire un avis, je dirais plutôt objectif, sur le bien fondé des vaccins. Donc tout ça pour vous dire que avant de vous faire injecter un produit dont vous ne savez pas du tout la contenance, eh bien ça peut être intéressant en effet de vous renseigner à ce niveau-là. Donc l'origine émotionnelle des maladies, sujet passionnant. Au mois de mai à Nantes, donc je sais qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout en France. Au mois de mai à Nantes, j'organise une formation justement sur 5 jours sur le décodage biologique des maladies pour vraiment tout comprendre, les subtilités des origines émotionnelles des maladies. Et puis cette formation, eh bien, en fait, vous pourrez aussi y assister en direct, en visio, c'est-à-dire qu'elle sera en présentiel dans une salle à Nantes. Et puis, je serai équipé d'une caméra, micro, et puis les personnes qui s'inscrivent, je leur enverrai en même temps les dossiers papier par courrier, de manière à ce que vous puissiez suivre justement la formation, que vous soyez à Paris, Lyon, Marseille, je ne sais pas s'il y en a qui viennent d'Afrique, Québec, ou des dom-toms, mais en tout cas, c'est une formation qui est ouverte au plus grand nombre parce que ça concerne tout le monde en fait. Pourquoi est-ce que demain je vais faire une sinusite? Pourquoi est-ce que je me fais un lumbago? Pourquoi est-ce que j'ai voilà, un torticolis? Pourquoi est-ce que j'ai de l'acné? Pourquoi est-ce que je me fais des cystites à répétition? Je vais développer différents sujets durant la soirée, mais c'est des questions qu'on peut se poser.
Et par contre, bah, c'est des questions des fois où on va voir son médecin, puis il n'a pas forcément de réponse, donc c'est juste un traitement allopathique, et puis bah, ça peut durer, ça peut revenir. Et en fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'allopathie a une certaine efficacité qui est reconnue, ça c'est sûr, c'est indiscutable. Par contre, la seule problématique, je dirais, par rapport à ça, eh bien, c'est qu'on va soigner les symptômes, on va soigner ou essayer de soigner, essayer de calmer les symptômes. Par contre, si l'origine de ces symptômes, si l'origine de la pathologie n'est pas traitée, eh bien, soit il y a de fortes chances que ça recommence, soit en effet, ben, on va pouvoir traîner la maladie pendant des années. Donc, ce qui peut être intéressant, ben, c'est de s'intéresser justement à pourquoi est-ce que je me fais ceci, pourquoi est-ce que je me fais telle pathologie, pourquoi est-ce que j'ai mal à tel endroit, pourquoi est-ce que bah, mes enfants ont telle problématique, pourquoi est-ce que mon mari, ma femme, voilà, dans ma famille, il y a telle et telle problématique, pourquoi est-ce que j'ai des problématiques de santé qui reviennent de génération en génération. Ça peut être intéressant de se poser la question, c'est-à-dire que on n'est pas obligé d'être shooté pendant toute sa vie avec des médicaments. Il y a peut-être un moment où on peut je dirais pas, bah, d'une part se remettre en cause, mais se dire, bah, est-ce que je ne me responsabilise pas par rapport à ma santé, par rapport à mon bien-être, et du coup, je vais non pas juste prendre un médicament, une ou deux pastilles pour aller mieux, mais je vais essayer d'aller mieux définitivement en allant chercher l'origine émotionnelle de la maladie. Donc en fait, je voulais commencer par vous exprimer bah, deux, trois choses qui peuvent paraître évidentes, mais dont on n'a pas forcément conscience, parce que ben voilà, je pense que parmi vous, ben, il y a des personnes qui ont des activités professionnelles qui n'ont pas spécialement grand-chose à voir avec le monde de la santé, le monde du bien-être. Et bah, ce soir, je pense que ça va vraiment vous être très favorable parce que du coup, vous allez acquérir certaines connaissances et peut-être faire certaines prises de conscience. Et puis il y en a aussi sûrement parmi vous qui sont encore plus intéressés parce que bah, vous êtes dans le bien-être, dans le soin, euh, quel que soit quel niveau, quels que soient vos clients qui viennent vous voir et quelle que soit leur problématique. Mais en fait, ce qui va être super intéressant pour vous, bah, c'est que peut-être ça va vous apporter certains éclairages sur les problématiques que vous pouvez rencontrer avec vos clients, et donc vous allez avoir une autre vision des choses. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on est malade en fait que psychologiquement on va pas bien. Vous allez voir ce soir que des fois, presque quasiment sur une pathologie sur deux, quand je suis malade, c'est parce que psychologiquement ça va, mais alors beaucoup mieux. Mais alors, ça va vraiment beaucoup mieux dans ma tête. Je suis soulagé. Et c'est quasiment instantanément, c'est quasiment dans les jours, dans les semaines qui suivent, que les premiers symptômes d'une pathologie peuvent se déclencher. Donc c'est toutes ces choses-là dont je vais vous expliquer ce soir. Et donc il n'y a pas de hasard par rapport au fait de tomber malade. D'ailleurs, on dit tomber malade, mais en fait, je dirais que c'est une expression qui n'est pas du tout appropriée, puisque on ne tombe pas malade. Euh, c'est juste que c'est notre corps physique ou notre corps mental, notre corps émotionnel, hein, pour des personnes qui peuvent être dépressives, par exemple. C'est vraiment dans notre physique que vont s'exprimer des non-dits émotionnels. C'est vraiment notre corps qui, à un moment, parce qu'il va se passer quelque chose dans notre tête la plupart du temps, sauf si c'est des transmissions transgénérationnelles, évidemment, ou sauf si ce sont des enfants. Mais donc, il y a un moment, il va y avoir un basculement psychologique qui va se faire dans notre tête qui va faire que on va être malade. Et il y a une expression que j'aime bien, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, mais euh, l'expression, c'est la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va avoir une zone qui va être inflammée? Pourquoi est-ce que une personne va déclencher un cancer? Pourquoi est-ce qu'il va y avoir une multiplication de cellules, la médecine va dire anarchique? Mais c'est pas du tout anarchique, c'est situé à un endroit, des cellules cancéreuses non pas qui prolifèrent, mais qui se développent, c'est sur un organe bien précis. Après, elles peuvent proliférer, mais euh, c'est comme si quelque part on avait un super organe qui était en train de se faire. Et en fait, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que mon organisme, pourquoi est-ce que mon cerveau commande à cet organe d'être super performant et en fait, de faire en sorte qu'il soit le plus gros possible et de faire en sorte qu'il puisse produire soit plus d'hormones, soit pouvoir, oui, généralement c'est pour pouvoir produire plus d'hormones ou pouvoir avoir une meilleure digestion quand on va parler de l'estomac par exemple. Donc si ce soir vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas sur le chat. Alors, je suis pas une encyclopédie vivante, donc je n'aurai pas forcément réponse à toutes vos questions. Si j'ai pas la réponse, bah, j'essaierai de vous répondre
plus tard, en fait, directement par un petit message à votre question, et puis autrement, je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions si vous en avez. Donc, c'est la fonction qui crée l'organe. Alors, je vais commencer on va commencer par un cancer, par exemple. Imaginons une personne, en fait, qui a un cancer au niveau de la cuisse, au niveau d'un muscle de la cuisse droite. Et en fait, cette personne, bah oui, ce qui va se passer, c'est que les premiers symptômes, c'est qu'elle va sentir une boursouflure au niveau de la cuisse, c'est-à-dire que ça va grossir, ça va faire comme une bosse. Et donc, elle va aller voir son médecin, elle va faire une biopsie, ils vont lui faire une biopsie, et puis ils vont lui dire, bah là, en fait, vous avez une tumeur maligne, c'est-à-dire que vous avez une prolifération de cellules cancéreuses au niveau du muscle de la cuisse. Et ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, eh bien, on va faire chimiothérapie, peut-être rayons, bref, toute l'artillerie lourde pour éradiquer, pour stopper la prolifération anarchique des cellules au niveau de la cuisse, de manière à ce que vous ne retrouviez un état de santé tout à fait normal. Et puis c'est surtout, ce qu'on a peur, c'est qu'en fait ces cellules cancéreuses viennent à se propager dans tout le corps, évidemment, que ça fasse un cancer généralisé. C'est simplifié ce que je raconte, mais c'est en gros la réalité des choses, ok? Donc, qu'est-ce que fait la personne lorsque elle va apprendre en fait que, alors je répondrai, je finis ma petite histoire pour lire Street Rumor to Read, ouais, je répondrai après. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, au niveau de son corps, elle aurait besoin, la fonction qui crée l'organe, elle aurait besoin d'avoir un muscle qui soit beaucoup plus euh, performant. Pourquoi? Eh bien, dans l'histoire, en fait, c'est une histoire vraie. C'est un homme qui fait, qui professionnellement en fait fait une reconversion professionnelle. Et dans cette reconversion professionnelle, en fait, il fait ses stages, il fait sa formation pendant plusieurs mois. Donc il a une trentaine, 30, 40 ans. Et puis, en fait, pour le passage d'examen, eh bien, il doit faire un exercice de réanimation, c'est-à-dire qu'il doit faire les premiers secours, porter les premiers secours à un mannequin. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il bloque le mannequin sur sa cuisse, mais sa cuisse a flanché, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un bon appui sur sa cuisse. Le mannequin a râpé. Hop. Et en fait, du coup, il a été disqualifié. Il n'a pas eu la bonne note par rapport à cette phase d'examen. Donc, il a été recalé. Donc, ce qui remet en cause plusieurs mois d'études, ce qui remet en cause sa reconversion professionnelle. Mais bon, il ne laisse pas tomber. Il reprend ses études et quelques mois plus tard, il repasse l'examen. Ça se passe super bien. Il a son examen et, dans les jours, dans les semaines qui suivent, c'est là où on commençait en fait la grosseur au niveau de la cuisse, sur le muscle de la cuisse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait c'est le cerveau, notre cerveau, votre cerveau qui est relié, j'emploie des termes simples parce que ça sert à rien d'employer des termes compliqués. En fait, chaque organe de votre corps, chaque partie de votre corps est raccordée à une partie du cerveau. Et là, en fait, au niveau de la cuisse, c'est raccordé à ce qu'on appelle, on va dissocier en fait le cerveau en trois parties. Vous avez du cerveau, on dit cerveau nouveau, donc tout ce qui est cortex et tout ce qui est à l'extérieur plutôt du cerveau, et du cerveau ancien avec le tronc cérébral qui est plutôt, en fait, plutôt à l'intérieur. C'est vraiment du cerveau reptilien, c'est du cerveau primaire. C'est comme si quelque part dans l'évolution des êtres vivants, eh bien, en fait, vous avez, si vous regardez des images sur Google par exemple, vous voyez l'évolution des cerveaux entre les différents animaux, et puis vous voyez qu'il y a des animaux qui ont en effet une partie du cerveau reptilien, du cerveau primaire qui est très très développée, et très très peu de cortex de cerveau nouveau. En fait, le cerveau ancien est très développé et très très peu de cerveau nouveau. Et nous, par contre, eh ben, c'est plutôt le contraire, c'est vraiment le cerveau qu'on appelle dit cerveau nouveau, tout ce qui est exoderme par exemple, qui est très développé, et tout ce qui est endoderme qui est beaucoup plus petit. Donc, pas toutes nos cellules, mais presque toutes nos cellules, tous nos organes sont raccordés au niveau du cerveau. Et là, ce qui s'est passé, c'est que cet homme, quand il a été en échec par rapport à son examen avec cette phase, eh bien, en fait, il s'est énormément dévalorisé. C'est-à-dire qu'il s'est dit, mais si j'avais eu le bon appui, si j'avais eu le bon muscle au niveau de ma cuisse, j'aurais eu mon examen. C'était évident. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le bon appui, sa cuisse a flanché, a lâché, et donc il n'a pas pu avoir son examen à cause de ça. Donc il se dévalorise. Il se dévalorise, il est inconsciemment, il s'en est voulu. Et inconsciemment, ce qui s'est passé, c'est que son cerveau a envoyé l'information, OK, je me sens dévalorisé par rapport à l'appui que j'avais sur le muscle. Eh bien, le cerveau a entraîné et a commencé à faire une certaine lise au niveau des muscles. Alors, la lise, c'est une dégradation, c'est-à-dire que le muscle perd
de sa consistance, et le cerveau va faire en sorte d'éliminer plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de cellules au niveau du muscle de la cuisse, à cet endroit-là, là où il y avait l'appui. Ça ne se voit pas, il n'y a strictement aucun symptôme. Mais là, ce monsieur est en conflit émotionnel actif de dévalorisation et il n'a aucun symptôme. Je répète, parce que c'est toute la subtilité du décodage biologique des maladies. Alors, c'est pas toute la subtilité, mais c'est une des subtilités du décodage biologique des maladies, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis malade que psychologiquement je ne vais pas bien. Puisque dans cet exemple-là, cet homme est en conflit émotionnel de dévalorisation par rapport au muscle, à la force qu'il n'a pas réussi à avoir dans sa cuisse, il a zéro symptôme. Par contre, il réussit son examen. Eh bien, instantanément, il n'est plus dans cette phase de dévalorisation au niveau du muscle. Il se sent du coup valorisé puisqu'il a son examen parce qu'il a réussi à bien faire sa réanimation, à bien faire ses premiers secours. Et donc automatiquement, le cerveau qui n'est plus en conflit, eh bien, il va envoyer l'information au muscle comme quoi il faut refaire à ce moment-là de la masse osseuse, pas de la masse osseuse, de la masse musculaire. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que le muscle qui s'est détérioré pendant quelques semaines entre l'échec de l'examen et la réussite de l'examen, le cerveau dit OK, c'est bon, mon muscle a été bon, euh, j'ai réussi, j'ai eu la force en fait pour pouvoir réussir mon action. Et à ce moment-là, le cerveau envoie l'information comme quoi il faut refaire du muscle. Donc prolifération de cellules musculaires exactement à l'endroit où l'appui n'avait pas été bon. Vous comprenez le truc? Mais sauf que cette prolifération de cellules musculaires, eh bien en effet, quand on fait une biopsie, on va dire bah oui, mais c'est des cellules cancéreuses, ça va pas du tout. C'est-à-dire qu'en plus, ce sont des cellules beaucoup plus performantes que les cellules musculaires qu'il y avait avant. Et si on avait laissé en fait la tumeur se faire, eh bien, au bout d'un moment, la personne aura retrouvé un muscle, en fait, tout à fait normal, avec sûrement une partie du muscle qui aurait été beaucoup plus performante que celle qu'il avait avant, et puis juste quelques petits, des petits kystes, en fait, par-dessus, ou un gros kyste au-dessus. Donc là, c'est juste une petite incision au niveau de la peau, on enlève le kyste, on recoud, petite cicatrice, et il n'y a plus rien. Est-ce que vous comprenez le truc? Donc vous allez me dire, bah oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que quand on a un cancer, il faut rien faire. J'ai pas dit ça. C'est dans cet exemple-là. OK? Mais c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que vous pouvez très bien avoir des cancers qui sont soit après un conflit émotionnel actif, soit un cancer, et là c'est complètement différent, qui est en phase de conflit émotionnel actif. Et cet exemple, par exemple, ça va être le cancer du sein, cancer de la glande mammaire. Une personne qui me consulte parce qu'on lui a détecté, en effet, dans un de ses seins, sein gauche ou sein droit, en fait, on lui a détecté, justement, il y a une masse biopsie, ok, c'est une tumeur au niveau des glandes mammaires. Et bien à ce moment-là, cette personne, je vais lui dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux latéralités cérébrales. On va avoir un côté qui va plutôt être masculin, qui va être plutôt le côté partenaire, côté travail, et un côté qui va plutôt être le côté féminin, côté mère-enfant. Et à cette personne, je vais voir avec elle si le sein, en fait, qui est avec cette tumeur, est plutôt côté partenaire, côté travail, ou bien c'est le côté mère-enfant. Et puis imaginons cette personne, il m'a dit, ben ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon entreprise, ça fait 10 ans qu'elle existe. Et puis là, avec cette crise de Covid là, qui nous ont mis sur le dos, malheureusement, j'ai peur de devoir faire un dépôt de bilan. Et il y a de fortes probabilités que je le fasse parce que là, en ce moment, je suis en train de renflouer les caisses au niveau de mon entreprise. Mais ce qu'il y a, c'est que cette personne, elle va me dire, ben oui, mais en plus, c'est vrai que cette entreprise, je la considère un petit peu comme mon enfant. C'est un peu mon bébé. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu tout, quoi. C'est vraiment mon enfant. Et c'est là où c'est super intéressant parce que, comme par hasard, là où va être la tumeur au niveau de son sein, ça va être le côté mère-enfant chez cette dame-là. Et puis, je vais lui expliquer que, étant le cancer de la glande mammaire, c'est inconsciemment. Pourquoi est-ce qu'en fait une femme, je vous pose une question, pourquoi est-ce qu'une femme en fait aurait la fonction qui crée l'organe, pourquoi est-ce qu'une femme aurait inconsciemment tout intérêt à avoir des glandes mammaires plus performantes, à avoir en fait une glande mammaire qui lui permette de produire plus de lait? Eh bien, c'est parce que dans sa perception inconsciente,
elle est face à son enfant, par exemple, elle est face à son enfant qui risque de mourir. Et donc, qu'est-ce qu'une maman peut faire pour empêcher son enfant de mourir? C'est de l'allaiter, c'est de le nourrir. Elle, cette femme, elle n'en a pas conscience, parce que c'est un réflexe tout à fait archaïque, c'est un conditionnement que nous, les êtres vivants, que nous, les êtres humains, nous avons, et ainsi que les animaux. C'est-à-dire, vous prenez une lionne à qui on va enlever des enfants, ou bien, en fait, si une très grande sécheresse, eh bien, il y a de fortes probabilités pour que cette lionne, en fait, elle fasse des mammites. C'est-à-dire qu'elle va avoir des grossissements au niveau de ses glandes mammaires pour pouvoir plus nourrir ses enfants, ses lionceaux, parce qu'elle va avoir peur, en fait, qu'ils décèdent parce qu'ils manquent tous de nourriture, quoi. Eh bien, nous, les humains, en fait, on va réagir exactement de la même façon, c'est-à-dire que par rapport à une perception de notre environnement, une perception des choses, là, en l'occurrence, par rapport à l'exemple, eh bien, c'est une femme qui a peur que son bébé, son bébé, pour elle, c'est son entreprise, ne meure, et en effet, elle rajoute de l'argent tous les mois sur son compte en banque pour pouvoir payer ses charges, pour pouvoir payer ses dettes. Eh bien, elle le nourrit avec l'argent, elle nourrit son entreprise avec son argent, mais inconsciemment, eh bien, en fait, elle crée un cancer au niveau de sa glande mammaire. Donc là, l'intervention, bah, je lui dis, OK, si elle vient me voir, c'est qu'elle n'est pas trop OK avec la chimiothérapie et avec les rayons, parce qu'elle sait très bien que les résultats sont tout à fait aléatoires. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'elle, ce qu'elle a peur, bah, c'est qu'on lui fasse une ablation de son sein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout envie de perdre sa féminité, elle n'a pas du tout envie de perdre sa poitrine. Donc je lui dis, bah, OK, bienvenue. Et donc, on va désamorcer tout cet engrenage. Je vais lui expliquer ce qui se passe. Et elle va très bien le comprendre. Elle va dire, bah oui, mon entreprise, c'est mon bébé. Ben, je lui dis, oui, mais ton conflit émotionnel que tu vis en ce moment, parce que moi, je tutoie la plupart de mes clients, tu lui dis, ton conflit émotionnel que tu vis en ce moment, c'est justement cette peur que ton enfant décède parce qu'il risque de mourir de faim. C'est ton inconscient qui réagit comme ça. Donc, le but de la séance va vraiment consister à déprogrammer la personne par rapport à cela. Et généralement, ça marche très bien. Ça, c'était un deuxième exemple. Pour vous donner, du coup, les deux premiers exemples, donc c'est sur le cancer, mais là, du coup, je vais répondre à vos questions parce que vous m'avez posé plusieurs questions et c'est sur différents sujets. Mais donc, vous voyez qu'on peut avoir des cancers, en fait, on peut avoir un cancer qui soit en résolution de conflits émotionnels, ça va mieux dans ma tête, je déclenche un cancer, soit je suis en conflit actif émotionnel et donc, en effet, je suis en train de faire mon cancer. OK? Alors, tout ceci s'explique. Je reviens sur mes cerveaux nouveaux, cerveaux anciens, bah, parce qu'en fait, les glandes mammaires sont rattachées à certaines parties du cerveau, et là, on est sur du cerveau ancien. Ok. Je vais prendre vos petites questions. Alors là, il y en a une tartine, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde parce que je tiens qu'une heure, quoi. Mais en fait, je vais répondre à vos questions, ce qui fait que ça va argumenter ma soirée. Après, j'avais plein d'autres exemples, mais il n'y a pas de souci, c'est parti. Donc, polyarthrite rhumatoïde, j'ai une personne qui m'a contacté ce soir justement pour une polyarthrite rhumatoïde. Polyarthrite rhumatoïde, justement, eh bien, on est dans cette phase de. Là, en fait, j'ai rien préparé pour ce soir à part les bouquins. Euh, Polyarthrite rhumatoïde, justement, si vous avez bien compris ce que je viens de vous donner par rapport aux deux exemples sur les deux cancers différents, eh bien, polyarthrite rhumatoïde, justement, on est dans cette phase de réparation suite à un conflit émotionnel. Et donc, la polyarthrite rhumatoïde, c'est une phase de réparation. C'est-à-dire que la personne se sent valorisée dans ses gestes, dans ses mouvements. Et c'est une fois que son cerveau a basculé dans cette phase de valorisation, sachant qu'avant elle se sentait plutôt dévalorisée, eh bien qu'elle va déclencher sa polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est vraiment au niveau des articulations. Souvent, ça commence au niveau des mains. On va avoir les chevilles, genoux, poignets, coudes, la plupart du temps. Donc c'est très douloureux, ça risque de déformer les mains, ça peut durer des années. A priori, il n'y a pas vraiment de traitement efficace et on peut être en traitement pendant une dizaine d'années. Donc j'ai un exemple de polyarthrite rhumatoïde. Une femme, très très bonne couturière, faisait les vêtements pour ses enfants et son mari pendant des années, le temps qu'elle était mariée. Donc c'est elle qui confectionnait les vêtements pour toute la famille. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle avait un mari qui n'était absolument pas du tout reconnaissant envers ce qu'elle faisait. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu aucun merci de la part de son mari. Il ne lui a jamais dit bah, merci de m'avoir fait des belles chemises, des beaux costumes. Et au contraire, elle était plutôt rabaissée, dévalorisée par cet homme. Elle divorce. Ok, ça marche. 4 ans plus tard, sa fille se marie. Et puis donc, bah, elle, dans sa tête, elle se dit bah ouais, mais je vais devoir revoir mon mari, ça me stresse, ça m'embête. Ok, le mariage se fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour son mariage, sa fille a demandé à sa mère de lui confectionner sa robe de mariée.
Maman était très contente de faire la robe de mariée de sa fille. Et donc ce jour-là, bah, justement, cette dame, elle a eu énormément de reconnaissance de la part des convives, de la part de sa fille, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie énormément valorisée dans ce qu'elle avait fait avec ses mains. Et c'était certainement la première fois de sa vie où elle avait autant de valorisation par rapport à ce qu'elle faisait avec ses mains. Dans la semaine qui a suivi le mariage, elle a déclenché sa polyarthrite rhumatoïde. C'est pour vous argumenter, pour vous expliquer là aussi comment ça s'est passé, c'est-à-dire que cette personne s'est sentie dévalorisée pendant des dizaines d'années par rapport aux gestes, aux mouvements qu'elle faisait avec ses mains. Et du jour au lendemain, elle déclenche sa polyarthrite rhumatoïde parce que, en effet, elle a réalisé quelque chose. Et là, bah, quelque part, c'est pas comme si tout le monde l'avait applaudi, mais tout le monde en fait l'a félicité par rapport à la beauté de la robe de mariée qu'elle avait faite. Ça, c'est un exemple simple. Vous avez des personnes, en effet, qui peuvent avoir de la polyarthrite, qui ont un déclenchement il y a une dizaine d'années, ça s'est calmé, puis ça reprend et ça se calme. Donc là, en fait, il faut voir ça. Il y a ce qu'on appelle des rails, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la personne rebascule dans son conflit émotionnel actif, donc la polyarthrite se calme, et puis le jour où elle resolutionne son conflit émotionnel de dévalorisation, eh bien ça redéclenche, hein, ça refait des crises. Alors, hyperthyroïdie, donc tout ce qui est en rapport avec la thyroïde, eh bien c'est le rapport au temps. Une personne qui du jour au lendemain déclenche une hyperthyroïdie, eh ben, tout de suite je vais lui demander ben, qu'est-ce qui t'arrive dans la vie, au niveau de ton job, au niveau des enfants. Et généralement, ce sont des personnes qui vont pouvoir exprimer le fait que eh bien, les journées sont trop courtes. Elles voudraient vraiment que le temps s'accélère, c'est-à-dire qu'elles soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus véloces pour pouvoir faire un maximum de choses dans un minimum de temps. C'est-à-dire que les journées de 24 heures ne leur suffisent pas pour tout faire. Et ce sont souvent des personnes, et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'hyperthyroïdie parce qu'au niveau de leur job, eh bien, il y a quelques années de ça, il y en a qui ont eu l'excellente idée de passer de 39 heures à 35 heures, sous prétexte qu'on allait embaucher plus de personnes. Et généralement, ce n'est pas du tout ce qui a été fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, on demande aux personnes de travailler 35 heures, mais de faire le même boulot qu'en 40, voire 45. Donc évidemment, la charge de travail n'a pas diminué, au contraire, bien souvent, elle a augmenté. Et donc, ça peut entraîner de l'hyperthyroïdie, puisque c'est pareil, c'est vraiment une perception qu'a la personne par rapport à son activité, par rapport à ce qu'elle doit faire, par rapport au temps. Donc là, c'est pareil, on va désamorcer sa perception du temps. Et cette hyperthyroïdie, ça peut très bien aussi se propager, je dirais, d'une génération à l'autre. Ok. Donc ça peut être très intéressant si vous avez bah, un parent ou des grands-parents qui ont déjà eu l'hyperthyroïdie et que vous, bah, vous êtes plutôt euh, bah, vous avez été aussi diagnostiqué avec de l'hyperthyroïdie, mais en fait, pour déprogrammer votre hyperthyroïdie, on ira chercher l'information, soit des parents, soit des grands-parents, enfin en tout cas de l'ancêtre qui a pu vivre, en fait, à un moment dans sa vie, vraiment un conflit émotionnel de je manque de temps. Okay. Et l'hypothyroïdie, c'est j'ai envie que le temps ralentisse. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup de choses à faire et franchement, j'ai besoin d'avoir plus de temps pour faire ce que j'ai envie de faire, pour faire ce que j'ai à faire. Voilà. Ça, c'est pour tout ce qui est thyroïde, c'est le rapport au temps. Bonsoir, j'avais des. Alors, Linda. Bah, Linda, ouais, j'ai ta question, mais je peux pas vraiment répondre comme ça. J'avais des douleurs dans les jambes, puis les bras, pourquoi? Je sais pas. En fait, si t'as pas un diagnostic à me donner, je peux pas dire pourquoi tu as des douleurs. Sachant que j'ai des personnes qui me consultent, en fait, c'est vraiment les. Bon, c'est pas une expression qui est très jolie, mais c'est ce qu'on appelle les moutons à cinq pattes. C'est-à-dire que c'est les gens, à la limite, il n'y a pas de diagnostic. Si, ben, on va leur dire voilà, c'est un rhumatisme avec des termes scientifiques où personne n'y comprend rien à part le médecin lui-même. On va leur dire ben, on ne sait pas d'où ça vient. Quel que soit l'âge, hein, ça peut être des personnes qui ont entre 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont une trentaine d'années, voire moins que ça, et qui ont des pathologies, je dirais, qui les handicapent, et on ne trouve pas d'origine. Ok. Généralement, elles viennent me voir, puis là, on va trouver l'origine, mais c'est qu'en effet, ça leur appartient pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est qu'elles sont en loyauté avec un ancêtre qui aura vécu un drame émotionnel, qui aura vécu quelque chose de dramatique pour lui ou pour elle, généralement qui est en relation avec sa fin de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est la personne vivante, quel que soit son âge, qui est directement impactée par ça. Donc, Linda, bah, je suis désolé, mais là, comme ça, sans diagnostic, je peux pas te donner d'autres réponses que ça. Ballonnement digestif, bah, c'est ce qu'il faut voir, en fait, toute la sphère digestive, c'est par exemple ici, tout ce qui est bouche, c'est
c'est le morceau à attraper, hein, on va essayer d'attraper avec la bouche, c'est-à-dire que ça peut être un projet qu'on va chercher à avoir, un projet qui nous tient à cœur. Donc ça va être ça, ça va être le morceau qu'on va vouloir attraper. Et puis bah, le jour où on va attraper le morceau, on solutionne son conflit émotionnel et donc bah, on peut faire une petite angine, on peut faire voilà une inflammation au niveau de la sphère ici ORL, au niveau de la bouche. Mais après, vous avez tout ce qui est l'œsophage en fait. Eh ben, il y a des expressions qui disent, ben ouais, ce morceau-là, ça m'est resté en travers. C'est-à-dire que une personne à qui va subir en effet une contrariété, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est la famille, le travail, vraiment la sphère personnelle. C'est vraiment des choses qui sont très très proches de la personne. C'est-à-dire que, donc moi je suis spécialisé en constellation familiale et systémique. Et quand on appelle familial, bah, c'est la sphère familiale, mais le système, ça va être tout ce qui va être le job, ça peut être aussi les animaux domestiques, ça peut être quelqu'un qui a une exploitation dans une ferme, ça peut être quelqu'un qui est chef d'entreprise ou un salarié. Eh bien, en fait, c'est le système dans lequel évolue la personne qui va venir influencer la personne, qui va lui créer des contrariétés. Et tant que la personne vit mal, en fait, certaines situations, eh bien, elle est en conflit émotionnel actif. C'est aujourd'hui, si vous regardez un peu trop les informations. C'est pour ça que là, ce soir, entre 20h et 21h, bah, en fait, normalement, vous allez être légèrement déconnecté du sujet qui nous pompe l'air depuis un an. Imaginons demain, vous avez une personne qui vous pompe votre air, c'est-à-dire qu'elle est là, et puis en fait, elle vous envahit un peu votre territoire, elle vous pompe l'air. Le jour où elle s'en va, le jour où elle ne fait plus partie de votre champ d'information, bronchite, bronchite, ok? Toutes les maladies en HIT, ce sont des phases de réparation, c'est-à-dire que j'ai vécu une phase de conflit émotionnel, contrariété. La bronchite, c'est conflit de territoire, mais le territoire, c'est très très vaste. On en reparlera, j'ai vu qu'il y a une question ouais, sur les cystites, cystalgie. Okay. Eh bien, en fait, quelqu'un qui me pompe mon air, inconsciemment, mon cerveau va faire en sorte que mes bronches soient beaucoup plus performantes, de manière à pouvoir m'apporter plus d'oxygène. Mais ça, je ne m'en rends pas compte. Ce sont vraiment des réflexes archaïques de survie. Euh, des personnes qui, par exemple, vont être dans un air vicié, qui vont être dans un air avec de la fumée, des choses comme ça, en fait, eh bien, ce qui se passe, c'est que automatiquement, le cerveau va faire en sorte que les bronches puissent avoir un meilleur échange gazeux et donc pouvoir absorber plus de dioxygène pour que ça aille alimenter les différents organes de notre corps. Et le jour où elle sort de ce conflit émotionnel de on m'a pompé l'air, je percevais que je n'avais pas assez d'air pour respirer, eh bien, en fait, on passe sur une phase d'irritation, phase inflammatoire, où le cerveau va dire, bah, OK, là, j'ai produit trop, enfin, c'est pas que j'ai produit trop, mais j'ai produit suffisamment et en quantité plus importante que d'habitude des cellules au niveau des bronches, au niveau des, je dirais des cavités, au niveau du passage de l'air au niveau des bronches, et bien là, à ce moment-là, je vais devoir, en fait, retrouver un diamètre tout à fait normal, et pour cela, bah, il va falloir, en effet, passer par une phase inflammatoire. Et les microbes servent à ça, entre autres. Alors, tout ce qui est cystite, cystalgie, alors cystalgie, je pense, oui, ça va être des phases inflammatoires au niveau de la sphère bah, de tout ce qui est euh, urètre et donc vessie. Conflit de territoire. Conflit de territoire. Comment les animaux font-ils pour marquer leur territoire? Vous avez 30 secondes pour répondre. Je vais répondre à votre place. Il y a différentes façons. Certains animaux vont utiliser les griffes. C'est pour ça que les personnes qui se rongent les ongles, parce qu'il n'y a pas un petit conflit de territoire quelque part, un petit stress en relation avec du conflit de territoire. Ça va être les selles, ça va être les odeurs. Des personnes qui peuvent avoir de fortes odeurs au niveau des selles, au niveau des pieds, ou même une très forte odeur corporelle. Et certainement, en fait, une réaction tout à fait normale, conditionnée par rapport à je dois pouvoir prendre ma place, je dois pouvoir me faire remarquer, je dois pouvoir être plus exister. Et donc tout ce qui est cystite, et ben là c'est au niveau de l'urine, hein, marquage de territoire. Imaginons une personne me dit cystite l'été dernier et j'arrive pas à m'en défaire. Super précis. Si elle s'en souvient, elle va me dire c'est arrivé un lundi matin. Et si elle s'en souvient pas, c'est pas grave, on va trouver un peu dans son scénario de vie. Elle me dit bah oui parce qu'en fait j'ai mes beaux-parents qui sont venus chez moi
Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que ma belle-mère, ben, elle m'envahit chez moi. C'est-à-dire que c'est elle qui veut tout faire, elle veut s'occuper des enfants, elle a voulu faire à manger. J'avais plus ma place à la maison, je me sentais vraiment envahi dans mon territoire. Alors, la personne ne va pas le verbaliser comme ça, mais elle va comprendre qu'en effet, elle ne se sentait plus chez elle. Envahissement de territoire. Et là, à ce moment-là, si elle s'en souvient, mais si elle s'en souvient pas toujours, c'est pas grave en fait, hein. C'est juste, je vous donne vraiment, je développe les choses. En fait, une personne, quand elle se sent envahie dans son territoire, à ce niveau-là, eh bien, c'est qu'elle peut avoir beaucoup plus tendance, en fait, à boire pour aller uriner. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont avoir une vessie hyperactive, mais elles ne s'en rendent pas forcément compte tout de suite, là. Et puis elle me dit, ben ouais, c'est vrai que j'ai déclenché une cystite, mais alors carabinée, quasiment après le départ de mes beaux-parents. Ben, je lui dis, ouais, mais c'est parce que tu es passé en phase de résolution de conflit. Et à ce moment-là, en fait, il suffit que la personne vraiment prenne conscience de son ressenti émotionnel quand sa belle-maman, quand sa belle-famille était là, pour que les symptômes de la cystite disparaissent quasiment instantanément dans les heures qui suivent. Alors pourquoi est-ce qu'après, bien, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'après, eh ben, je continue à faire des cystites à répétition? Bah, je lui dis, est-ce que tes beaux-parents reviennent? Ah bah, elle me dit, oui, c'est vrai qu'ils sont revenus 2 ou 3 fois et j'ai refait de la cystite après. Ok. Puis elle va me dire, bah oui, mais en fait, c'est vrai que les beaux-parents, quand ils sont venus, eh bien, en fait, ils nous ont offert un nouvel appareil électroménager. Ah. Et ce qu'il faut savoir, c'est là où c'est génial, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel, virtuel, symbolique, imaginaire. Ok? Et donc, pour le cerveau de cette femme, à chaque fois qu'elle sort cet appareil électroménager pour s'en servir, eh bien, son cerveau assimile l'appareil électroménager à sa belle-mère qui envahit son territoire et elle retombe automatiquement en conflit émotionnel actif. Ce qui fait qu'après, elle s'en sert, elle le range et en fait, ça va entraîner bah, cystite à répétition. On est fait comme ça. Ok? Euh, endométriose et psoriasis. Donc, endométriose, mais Audrey, je t'invite, Audrey, Christophe et Alexis Mel. Donc là, il y a du monde, vous êtes trois. Eh bien, Audrey, je t'invite à regarder le Facebook Live de la semaine dernière, donc de mercredi dernier, où là, pendant 1 heure, bah, je t'explique en long, en large, en travers les origines émotionnelles de l'endométriose et j'explique aussi bah, comment faire pour s'en déprogrammer. En fait, pour s'en déprogrammer, bah, il faut venir me voir. Après, il y a sûrement d'autres thérapeutes qui sont aussi compétents que moi pour le faire, mais en l'occurrence, bah, c'est moi ce soir qui vous fais des lives là-dessus sur les différents sujets. Fibromyalgie. Donc là, la fibromyalgie, en fait, bah, vous allez avoir des origines émotionnelles multiples en rapport avec la fibromyalgie. C'est vraiment une notion d'impuissance dans le mouvement. Ok. Donc je pourrais développer, je pourrais faire un Facebook Live sur la fibromyalgie, bien que je n'ai pas eu beaucoup de personnes en fait qui sont venues me voir pour de la fibromyalgie. Donc bah, ça va être des exemples qui vont être, s'ils sont inventés, je le dirai, ou bien si ce sont des exemples bah, théoriques, bah, c'est pareil. Bon voilà, j'ai pas vraiment d'exemple à vous donner là-dessus. Mais donc, c'est vraiment un sentiment d'impuissance par rapport à du déplacement, par rapport à ce qu'on voudrait faire. Et là, c'est pareil, ça peut être un sentiment d'impuissance, mais soit vraiment dans du déplacement physique, ça peut être réel, virtuel, imaginaire, symbolique. Ok. Tendinopathie calcifiante supra- et infra-épineux-gauche. Ok. Alors, voilà, merci Linda de ce vocabulaire scientifique où personne n'y comprend rien. En fait, bon voilà, c'est l'épaule gauche en fait, et puis une inflammation au niveau du tendon. Tout simplement ça. J'ai lu qu'une douleur à l'épaule gauche signifiait insécurité affective. Non, je dirais pas ça du tout. Euh, moi, cette personne, si elle vient me voir en constellation, bah, en fait, je vais directement me caler sur son ressenti émotionnel de dévalorisation. Ça peut être en fait quelqu'un, là c'est pareil, au niveau des épaules, on va retrouver eh bien, la latéralité cérébrale. Est-ce que c'est son côté mère-enfant? Est-ce que c'est son côté partenaire, côté travail? Première chose, truc super intéressant. Depuis quand? Bah, la personne va me dire, si c'est par rapport à son travail, bah ouais, en fait, j'ai changé de job. Et c'est quand je suis rentré dans cette nouvelle entreprise, et bien en fait, que j'ai déclenché ma tendinite au niveau de l'épaule gauche. Et bien là, c'est pas exactement pareil, mais on est dans le même principe que le cancer du muscle que je vous ai donné au départ, c'est-à-dire que tout ce qui est tendinite, tout ce qui va être les claquages, tout ce qui va être bah, tout ce qui est non en hit, claquage, c'est pas en hit, je suis d'accord, mais c'est pareil, c'est une phase de réparation. Et bien en fait, c'est que cette personne a subi en fait une sorte de dévalorisation, hein, que ce soit côté partenaire ou côté mère-enfant.
Et ça peut être aussi par rapport au fait de devoir porter, supporter quelqu'un. J'ai eu l'exemple d'une personne qui a fait vraiment une capsulite au niveau d'une épaule. Et elle, en fait, bah, c'est qu'elle a eu un enfant qu'elle a dû porter, supporter. C'est-à-dire que son enfant n'allait pas bien au niveau de la santé, tout ça. Et donc, en fait, quelque part, cette personne, de manière symbolique, était vraiment là à porter, supporter son enfant pour qu'il aille mieux. Donc tout le temps qu'elle était en train de porter, supporter son enfant pour qu'il aille mieux, zéro symptôme. Par contre, elle se dévalorisait parce qu'elle avait l'impression, en fait, bah, ce qu'elle faisait, ça ne portait pas ses fruits et qu'elle était inefficace dans ses actions qu'elle pouvait faire. Par contre, le jour où c'est allé mieux avec son enfant, elle a déclenché sa capsulite. Donc voilà, tout ce qui va être ostéo-articulaire et en HIIT, généralement, ce sont des phases de réparation. Hernie cervicale, bah, c'est pareil, il faut aller voir en fait entre quelles vertèbres ça se situe. Là, vous avez, je vous renvoie sur du Roger Fiametti, qui est un ostéopathe italien. Donc si vous, alors au niveau de, je pourrais vous dire, bah voilà, en fonction de telle ou telle cervicale, il y a telle ou telle origine émotionnelle. En fait, il peut y avoir de l'injustice, il peut y avoir de l'injustice par rapport à de l'argent, des choses comme ça. Il y a tout un tas de choses, hein. Mais donc, hernie cervicale, eh bien, en effet, on va aller chercher l'origine émotionnelle. Faut voir de quelle cervicale on parle en fait, hein. Et puis faire en sorte que, eh ben, cette personne, en effet, cette dévalorisation, il peut y avoir une énorme colère en fait qui soit aussi derrière tout ça. Et bien en fait, qu'elle puisse prendre conscience de ce qu'elle a ressenti, qu'elle puisse libérer les non-dits émotionnels. Mais c'est quasi, enfin, c'est pas instantané, mais c'est dans les jours qui viennent que l'inflammation, que l'hernie cervicale va se résorber toute seule. Mais c'est juste énorme, quoi. Alors après, moi, j'ai une autre technique que les constellations familiales ou que le décodage biologique, c'est ce qu'on appelle de l'ostéo douce. Donc, c'est la méthode Jacques Roux. C'est enseigné qu'à un seul endroit en France, c'est à Évian, c'est avec Marilyn et Robin. Salut. Marilyn et Robin qui peuvent vous enseigner l'ostéo douce. Et ça consiste en quoi? En fait, c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise, c'est issu de l'ostéopathie. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il y a de l'énergie vitale qui circule dans tous les organes, dans tous les os, dans toutes les articulations. Et moi, demain, quelqu'un qui vient me voir par rapport à vraiment un problème ostéo-articulaire, que ce soit de la polyarthrite, là, une hernie cervicale, eh bien, en fait, je vais écouter cette énergie qui circule mal au niveau des deux vertèbres et au niveau du disque intervertébral. Et éventuellement, je vais carrément lui faire bah, toutes les 7 vertèbres cervicales. De manière à rétablir en fait une bonne circulation de cette énergie. Et généralement, juste en faisant ça, il y a déjà, ça dépend des cas, mais il y a au moins 50% de la douleur qui disparaît, juste en une séance. Donc après, bah, par contre, on va aller chercher qu'est-ce qui, dans le cerveau de la personne, quelles ont été les contrariétés qu'a pu vivre la personne ces derniers temps et qui aurait déclenché en effet cette hernie cervicale. Euh, ok. Donc il y a Valérie, s'il te plaît, origine émotionnelle du cancer du sein. Donc bah, tout à l'heure, j'ai cité les glandes mammaires. Après, il y a les canaux galactophores. En fait, ce sont les deux cancers du sein, les deux principaux. Autant la glande mammaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que la personne est en train de vivre une situation conflictuelle en rapport avec la peur de perdre l'être cher, la peur de perdre un enfant, par exemple, mais ça peut être la peur de perdre un compagnon. C'est-à-dire qu'une femme qui vivrait mal une séparation avec son conjoint peut très bien déclencher un cancer du sein, glande mammaire. Ok? Il n'y a pas de hasard, quoi. Et par contre, tout ce qui va être canaux galactophores, eh bien, c'est complètement différent. C'est-à-dire que les canaux galactophores, c'est une phase de réparation. C'est-à-dire que la personne a été en conflit émotionnel pendant un certain temps, ça va mieux dans sa tête, elle est soulagée, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'elle va mieux, et à ce moment-là, elle va déclencher son cancer au niveau des canaux galactophores. Et là, la tonalité, ce n'est pas de nourrir en abondance la personne ou l'être qu'on a peur de perdre, il y a cette notion de perte de contact, de distance. Ça arrive en fait à des personnes qui peuvent avoir peur. Par exemple, leur enfant va quitter le foyer et puis va aller vivre à l'étranger, voilà, pour faire ses études à l'étranger. Eh bien, la maman, c'est un exemple, hein, la maman peut être en fait le temps que son enfant fait ses 3 4 années d'études à l'étranger, elle ne s'en rend pas forcément compte, mais elle est en stress. Bah, parce qu'en fait, elle ne sait pas si ça va bien se passer, s'il va être heureux, s'il va pouvoir subvenir à ses besoins, même s'ils ont un petit peu d'argent, bah, c'est qu'il faut qu'il travaille sur place. Est-ce que ça va bien se passer? Ok.
Pendant 3-4 ans, en fait, elle est en conflit émotionnel actif sans se rendre compte, il y a zéro symptôme. Son enfant revient sain et sauf, évidemment, avec son diplôme, il revient à ses études à la maison, et là, elle déclenche un cancer des canaux galactophores. Ok. La prise de conscience des conflits émotionnels que la personne a pu vivre, soit c'est la personne qui prend conscience de ses ressentis émotionnels, des non-dits émotionnels. Alors c'est moi qui l'amène, la personne évidemment, à prendre conscience de tout ça, à verbaliser, parce que c'est, en fait, votre cerveau, il est tellement bien fait qu'il n'a pas envie que vous ayez conscience de la souffrance, que vous n'ayez pas conscience de la souffrance inconsciente que vous avez. Donc en fait, il inhibe tout ça. Et donc c'est après par un, un biais de discussion, de verbalisation, où la personne va prendre conscience de ses non-dits émotionnels. Et ce qu'il y a de fort, c'est que c'est quasiment instantané que lorsque la personne prend conscience de ce qu'elle a ressenti, et bien en fait, la pathologie va euh, durer beaucoup moins longtemps. Ça va se rétablir beaucoup plus vite. Soit c'est la personne qui prend conscience, soit c'est moi qui vais directement chercher l'information lors d'une constellation et la libérer. Alors j'ai coucou, ça va toi? Donc ça c'est une question, mais je pense pas que ce soit pour moi, Emma. Côté partenaire, c'est quel côté? Valérie, je t'expliquerai. Donc Valérie, si tu veux, tu viens en mai à ma formation d'une semaine sur le décodage biologique des maladies. Je peux pas vous l'expliquer là comme ça ce soir. Faut le comprendre. Faut aller voir chez les gens comment ça se passe et ou faut venir me voir en séance et je te l'explique. Mais voilà, c'est en fait moi je suis droitier, j'ai une latéralité cérébrale droitier et je le sais et mon côté partenaire, mon côté travail, c'est vraiment mon côté droit et j'écris de la main droite. Par contre, si j'étais un homme gaucher avec une latéralité cérébrale gaucher, c'est-à-dire que je pourrais toujours très bien écrire de la main droite, mais avoir une latéralité cérébrale gaucher, eh bien mon côté partenaire, mon côté travail serait du coup côté gauche. Et inversement chez les femmes. Donc voilà, je résume. Donc c'est pas simple, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Et après, en fonction des traitements hormonaux, si une personne prend la pilule, si elle prend un traitement hormonal ou si elle s'est fait opérer au niveau d'une glande endocrine, eh bien en fait, ça va changer son statut hormonal. Ok, donc voilà, ça ne s'explique pas comme ça en 5 secondes. Ok, à 25 ans, diabète insulino-dépendant à 25 ans, je me suis dit, ouais. En fait, pour le diabète, première approche, il y a différentes symboliques au niveau du diabète, mais première approche, c'est de demander à la personne, quand il avait 25 ans, est-ce qu'il n'avait pas la sensation de devoir se battre en permanence? Est-ce qu'il n'avait pas l'impression que quelque part, bah, fallait vraiment qu'il fournisse un effort, qu'il fallait qu'il soit vraiment super vaillant? Voilà. C'est-à-dire que une personne peut très bien, sans manger spécialement le soir, faire un pic de glucose dans le sang le matin, alors qu'en fait, ça fait déjà 10 heures qu'elle n'a rien mangé. Mais c'est en fait, ça va être à 7 heures du matin en fait, qu'elle fait un pic au niveau de son sang, au niveau du glucose. Et là, la question, ça va être de se poser, eh bien, qu'est-ce qui fait que forcément, vers 7 heures du matin, il faut que l'organisme augmente le taux de glucose dans le sang? C'est la fonction qui crée l'organe. Il n'y aura pas de hasard. Donc, ton fils, pour qu'à 25 ans, il déclenche le diabète, ben, c'est qu'il s'est forcément passé quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il a été obligé, son cerveau l'a obligé en fait à déclencher son diabète. Donc c'est pareil, c'est ok, quels sont les non-dits émotionnels, qu'est-ce que la personne a pu vivre, sachant que généralement la personne va dire bah ouais moi je vivais ci, je vivais ça, et pour elle ça paraît tout à fait normal, tout à fait anodin, sauf que inconsciemment, mais il a dû gérer comme c'est pas possible, ce qui fait qu'il a déclenché son diabète quoi. Et ben, très souvent, le côté gauche bloqué, ouais, faut aller voir si c'est ton côté partenaire ou ton côté mère-enfant. Ça peut être du conflit émotionnel actif, c'est-à-dire que peut-être que côté gauche, c'est en effet, bah, je me sens bloqué dans la vie. Bah, ça peut être par rapport à ton partenaire, ça peut être par rapport à ton travail, ça peut être par rapport à tes enfants, ça peut être par rapport à ta mère. Et forcément, les jours ou les demi-journées ou les heures où tu es bloqué du certain côté, c'est que là, il se passe quelque chose. Pose-toi la question de savoir bah, avec qui est-ce que tu es en relation, avec qui tu es en relation en ce moment, quelles sont les contrariétés que tu peux avoir et par rapport à qui, par rapport à quoi. Et là, du coup, bah, tu pourras peut-être comprendre, te dire, bah oui, c'est vrai que en ce moment, au niveau du boulot, bah, j'y vais à reculons. Je sais pas, là j'invente, hein, mais c'est des choses comme ça. Et c'est en parlant, la personne va prendre conscience et ça va se décoincer.
Cause de migraine et douleur, oreille gauche, SVP. Et en fait, alors migraine, ça c'est un diagnostic en fait, hein, il y a différentes causes aux migraines, douleur oreille gauche, SVP. Alors, ce qui est intéressant avec les oreilles, c'est que là, par contre, il n'y a pas de latéralité cérébrale au niveau des oreilles. On va avoir, je vais prendre les otites, parce que là, tu me parles de l'oreille gauche, mais c'est forcément la sphère, donc on est en symétrie opposée là, par rapport à la caméra. Mais donc, côté gauche, que ce soit les enfants, les adultes, il n'y a pas de latéralité cérébrale, c'est qu'est-ce que j'ai entendu que j'aurais aimé ne pas entendre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'entends et qui vraiment m'est désagréable, ou bien vraiment ça me heurte, ça m'a fait du mal d'entendre ça, euh, côté gauche. Et côté droit, c'est j'aurais aimé entendre ça, j'aurais aimé qu'on me dise cela, j'aurais aimé entendre tout ça, et en fait, je n'entends pas. Frustration au niveau côté droit. Donc ça serait une première approche par rapport à ton oreille gauche. Est-ce que ça te parle ou pas? Est-ce que ce sont vraiment des douleurs dans l'oreille ou est-ce que voilà, hein, est-ce que tu as une inflammation au niveau de l'oreille? Si c'est une inflammation, bah, c'est que c'est certainement une phase de réparation, c'est-à-dire que ça va mieux. Donc peut-être que tu as quelque chose que tu entends que tu n'aimerais plus entendre et puis bah, du coup le fait de ne plus l'entendre, ça entraîne cette phase inflammatoire. Est-ce que c'est certains jours? Est-ce que c'est pendant les vacances, le week-end, en semaine, à ton travail? Tu vois, il y a des trucs comme ça. Est-ce que c'est la nuit? Et donc les migraines, bah là, il peut y avoir différentes causes. En fait, ça peut être des causes intellectuelles, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui en effet ressassent énormément, se remettre en cause intellectuellement. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis capable de? Est-ce que je vais y arriver à? Est-ce que je suis suffisamment intelligent? Est-ce que je suis suffisamment cultivé pour pouvoir, voilà. Et en fait, c'est cette tension intellectuelle qu'on peut se mettre qui peuvent créer des migraines. Ok? C'est une des symboliques des migraines. Il peut y en avoir d'autres. Et moi, je te dirais, si demain tu me consultes, eh ben, je vais d'abord faire toutes tes vertèbres cervicales. On va d'abord faire toutes les vertèbres cervicales. Alors peut-être que tu es déjà allé voir un ostéopathe. Donc moi, l'ostéo-douce, c'est sans manipulation, hein, parce que je vais uniquement, je ressens dans les doigts. Mais donc, c'est vraiment voir, je dirais, toutes tes vertèbres cervicales, voir aussi au niveau des os, hein, ici, au niveau des mâchoires, au niveau là, en fait, on a plein d'os ici, et si jamais tu as un déséquilibre au niveau du squelette de ton crâne, eh bien, ça peut être ça aussi ça qui entraîne en fait tes migraines. Plein de possibilités, là, je pense qu'on pourrait en parler, c'est pareil, pendant 1 heure, 2 heures, des migraines et des problèmes au niveau de la tête. Je te donne deux, trois pistes, mais voilà, je peux pas en dire plus, quoi. Bonjour, guérison d'un cancer du canal anal, ouais, j'ai appris une erreur, métastasé au foie, comment trouver l'explication? Euh, Ok, donc cancer du côlon, en fait, ça va être vraiment le morceau indigeste. Donc tu as guéri d'un cancer du côlon, donc c'est super. Métastasé au foie, alors voilà, ça c'est le diagnostic qui a été donné. En fait, le foie, alors en médecine traditionnelle chinoise, ils vont dire le foie c'est les colères. Et puis en décodage biologique des maladies, on va dire non, non, ça n'a rien à voir avec les colères, c'est la peur du manque. Donc ce qui est intéressant de te poser là, du coup, comme question, c'est est-ce que aujourd'hui, tu n'es pas dans un conflit émotionnel actif de peur de manquer de quelque chose? En fait, quelque part, euh, a priori, tes deux cancers n'ont rien à voir et peut-être qu'en fait, les deux sont très liés. Est-ce que tu n'as pas eu un ressenti de vraiment, on m'a fait une crasse pas possible, je n'arrive pas à le digérer, c'est impossible que ça passe? Première tonalité, cancer au niveau de cancer anal, alors à moins que ce soit pas forcément le cono, mais vraiment à la sortie. Là, il faudrait voir ça tous les deux, hein, qu'on voit ça ensemble. Et vraiment, au niveau du foie, bah, c'est la peur de manquer. Ça peut être aussi le rapport de manquer d'argent. Euh, voilà. Est-ce que ça te parle ou pas? Parce qu'en fait, le foie, lui, il est là pour stocker du sucre, il est là pour stocker du glucose. Donc, ce qu'on va lui demander à ce moment-là, c'est la fonction qui crée l'organe. Pourquoi est-ce que je ferai en sorte que mon foie puisse stocker un maximum de sucre, un maximum, faire un maximum de réserve? Parce que j'ai peur de manquer. Tout ce qui va être vésicule biliaire, on est complètement dans une tonalité différente. Donc, il faut bien dissocier le foie de la vésicule biliaire, sachant qu'au niveau du foie, bah, c'est pareil, tu peux avoir tout un tas d'autres symboliques qui sont en rapport avec le foie.
J'ai une sciatique côté gauche, ok, depuis 14 ans, ok, cela correspond à ma première grossesse. Quelle peut en être la cause? Là, comme ça, je peux pas te dire quelle peut en être la cause. Euh, a priori, a priori, donc c'est une des causes probables parmi plein d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un petit peu de frustration sexuelle, par exemple? Est-ce que pendant ta grossesse, il n'y a pas eu de frustration sexuelle? Ça peut être ça. Ça peut être tout à fait autre chose. Et donc là, ce qui serait intéressant, bah, c'est en effet d'aller chercher les contrariétés que tu as pu peut-être avoir pendant ta grossesse ou au moment de l'accouchement, ou je sais pas, différents rapports, qu'est-ce que tu as pu ressentir. Euh, Si tu me donnes en plus entre telle et telle vertèbre, ok, bah à ce moment-là, on va aller chercher l'origine émotionnelle qui peut être en relation avec telle et telle vertèbre, tel espace intervertébral. Et puis donc, on va faire une partie décodage biologique des maladies, une partie constellation pour libérer les mémoires émotionnelles. Et aussi, en fait, on va consteller directement ce qui se passe au niveau, donc ça peut être même au niveau du sacrum, tu vois, que ça bloque. Ça peut être au niveau vraiment de ta dernière lombaire, L5, et puis ta sacro, la numéro 1. Voilà. Et puis après, ostéo douce. À mon avis, quand on aura fait le pack, je me libère de ma sciatique, bah, tu sentiras forcément les effets, quoi. Alors après, en effet, ça fait depuis 14 ans, mais c'est pas parce que ça fait depuis 14 ans que tu as ça que ça va durer jusqu'à ce que tu aies une centaine d'années. Ok, c'est pas une fatalité, quoi. Je veux dire, ça va pas, tu vas pas garder ça toute ta vie, quoi. Ok. Alors, sinusite chronique. Donc, sinusite, ça c'est excellent parce que, imaginons, vous êtes un loup, vous êtes un mammifère, et donc vous avez besoin en fait d'utiliser vraiment votre odorat à la perfection, quoi. C'est-à-dire que votre odorat vous permet de trouver vos proies, permet de vous trouver votre nourriture, mais c'est surtout ça vous permet aussi de sentir le danger de loin. C'est-à-dire que si vous avez des prédateurs, eh bien grâce à votre odorat, vous allez pouvoir peut-être détecter un prédateur qui va être à 2, 3, 4 km, 10 km, je ne sais pas. Ok. Eh bien, la sinusite, c'est ça. Une personne qui va déclencher une sinusite, elle est dans un conflit émotionnel actif de je veux sentir le danger de loin. Il y a quelque chose qui me pue au nez. Il y a une situation, je ne la sens pas, cette situation. Donc, ça peut être une réunion avec votre patron, ça peut être une réunion familiale, ça peut être d'aller faire du sport, et puis vous dites, je le sens pas ce truc-là. Je sens que je vais perdre ma partie. Vous voyez? C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. En fait, l'origine émotionnelle d'un conflit émotionnel peut vraiment être très très diversifiée. C'est-à-dire que ce n'est pas un fait acquis de se dire bah, c'est forcément dans votre travail. Non, pas du tout. Ça peut être aussi dans la famille. C'est-à-dire que c'est votre beau-frère que vous ne sentez pas. Et en fait, à chaque fois que vous allez à une réunion familiale, de toute façon, celui-là, je le sens pas. Il n'est pas clean comme mec, il n'est pas honnête. OK? Et ben, si vous êtes dans ce conflit émotionnel-là de je ne le sens pas, zéro symptôme. Par contre, vous avez vos sinus qui vont faire en sorte d'être le plus performant possible. C'est là que vous allez avoir votre cavité au niveau des sinus qui va faire en sorte d'être beaucoup plus, d'avoir une surface beaucoup plus grande de manière à pouvoir vraiment détecter le danger. C'est un réflexe archaïque, c'est-à-dire que nous, on n'en a pas conscience, mais c'est pour vous permettre en fait de pouvoir être beaucoup plus fin dans vos ressentis au niveau des sinus, au niveau de l'odorat. Et généralement, vous pouvez peut-être observer que pendant ces périodes-là, en effet, il y a des parfums que vous ne sentiez pas auparavant, là vous les sentez, ça peut être un désodorisant, ça peut être un parfum qu'un collègue ou qu'une personne porte. D'habitude, vous ne les sentez pas, puis là, en effet, vous êtes dans ce conflit émotionnel de une situation que je ne sens pas, vous avez un meilleur flair en fait. Le jour où ça va mieux, vous déclenchez la sinusite. Donc là, ce qui se passe, c'est que pourquoi est-ce que je vais faire des sinusites à répétition? Eh bien, ça fait un peu comme la cystite tout à l'heure. Imaginons que ce soit votre beau-frère, vous l'avez dans le pif, votre beau-frère. Vous ne pouvez pas le sentir, celui-là. Et à chaque fois qu'il y a une réunion de famille, vous dites, ah non, mais celui-là, je le sens pas, celui-là. Il est pas honnête. Et puis, bah, imaginons en fait qu'à chaque fois que vous avez, donc c'est votre beau-frère, imaginons que vous avez votre sœur au téléphone une fois par semaine, mais à chaque fois en fait que vous avez votre sœur au téléphone, et ben pour votre cerveau, ça vous rappelle votre beau-frère. Donc en fait, vous êtes de nouveau en conflit émotionnel et vous faites des sinusites à répétition. J'invente là, mais c'est le genre d'histoire pas plus bête que ça qui font qu'on peut avoir des maladies qui perpétuent en permanence pendant des années. Jusqu'au jour où on comprend, ah tiens, ok, je fais ma sinusite le dimanche soir. Qu'est-ce que j'ai pu vivre ce dimanche qui fait que ça m'a contrarié? Il y a un truc que je sentais pas. Puis là, mais ça vous saute aux yeux, quoi.
Et le fait de prendre conscience de ça, votre sinusite va durer quelques heures et après ça s'arrête. Pas besoin de prendre de médicaments. Cause de l'endométriose. Merci Carla de ta question. Endométriose, donc répète. Mais voilà, je pense que Carla, tu as raté le début de la visio. Je t'invite à regarder sur ma page Facebook. La semaine dernière, j'ai fait 1 heure sur l'endométriose, où je brasse en long, en large, en travers l'endométriose. Donc, je n'en parlerai pas ce soir. Mais parce que la semaine dernière, je vous ai vraiment fait un job exceptionnel sur l'endométriose, où vous aurez, je pense, j'ai vraiment ratissé super large sur toutes les origines émotionnelles de l'endométriose et comment faire pour s'en débarrasser. Les hernies hiatales, pas sûr d'orthographe, et ben là, c'est par rapport. Alors, je l'ai lu l'autre jour. Alors, comme je vous l'ai dit, je suis pas une encyclopédie. C'est au niveau du diaphragme. Ça vient comprimer au niveau de l'estomac. Je sais plus. Je pourrais vous le dire. Là, j'ai un dictionnaire sous les yeux, mais bon, faut aller voir au niveau de manque. Alors, ça peut être soit de manque. Je vais dire non, je vais dire des conneries, donc je dirai pas. Mais voilà, c'est. Je vous le mettrai en commentaire après. Et hernie hiatale, je vais le noter. Extrasystoles qui apparaissent de manière accrue. Ok. Salut Gaël. Eh bien en fait, alors Gaël, toi je te connais. Faut voir au niveau du territoire, mais je t'en dirai pas plus. En fait, je te connais, donc je veux pas trop développer à ce sujet-là, mais je te répondrai. Ok, eczéma du visage, ouais. L'eczéma c'est excellent, hein. L'eczéma, alors tout ce qui est peau, c'est en rapport avec le contact, hein. La peau, c'est vraiment, c'est un des plus gros organes qu'on a sur le corps, hein. Parce que c'est-à-dire que si on nous enlevait la peau, c'est l'organe qui pèse le plus lourd, hein. C'est celui qui a le plus de surface. Alors après, évidemment, il y a les intestins, vous avez la surface intérieure et tout ça, mais tout ce qui est peau, c'est en rapport avec le contact. Et alors, l'eczéma, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Une personne déclenche un eczéma, deux eczémas, dans la nuque, là, à deux endroits différents. Vraiment, alors, je me penche, je vous montre, mais en fait, vous n'allez rien voir, mais c'est pas grave. C'est- Là, un eczéma vraiment au début des cheveux et un eczéma un peu plus bas dans la nuque. Alors, je lui pose la question, est-ce que il n'y a pas quelque chose qui t'était agréable, quelque chose que tu avais en contact qui était agréable pour toi, quelque chose qui te valorisait, qui t'a manqué et que tu as retrouvé récemment? Je continue l'explication. L'eczéma, c'est par rapport à une perte de contact agréable ou valorisante. Alors la personne me dit, ben ouais, en fait, j'ai fait mon eczéma quelques jours après qu'on m'ait offert une écharpe. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'elle avait cette écharpe? Ben, elle était douce, elle était de couleur blanche. Ok. Donc cette personne, on lui a offert une écharpe de couleur blanche et elle a déclenché son eczéma quasiment après, quoi. Donc ce n'est pas du tout l'assouplisseur, c'est pas la lessive, c'est pas la matière qui compose l'écharpe, ça n'a rien à voir. C'est parce que cette personne réfléchit et dit, ah mais oui, mais il y a quelques années, je m'étais acheté un pull blanc et vraiment je me sentais bien dedans, je me trouvais jolie dans ce pull blanc, puis il était doux, vraiment il était super agréable et puis j'ai mon fils qui a renversé du ketchup dessus, le pull a été ravagé, poubelle. Et ben le cerveau n'a pas fait la différence entre le réel, le virtuel, le symbolique ou l'imaginaire. Pour le cerveau, c'est comme si le fait de porter l'écharpe blanche, eh bien la personne se retrouvait de nouveau jolie et se revalorisait grâce à cette écharpe qui était douce. Elle a pris conscience de ça, l'eczéma est parti quasiment instantanément. Ah, par contre, il lui restait l'autre, qui était vraiment un peu plus dans les cheveux. J'ai dit, ouais, ben c'est depuis quand? En fait, c'était début d'automne, hiver, et puis cette personne portait une sorte de casquette d'hiver, voilà, pour se tenir chaud à la tête. Et puis je lui dis, bah ouais, mais parce que cette personne, je la connais bien, je lui dis, bah ouais, mais est-ce que t'as pas déjà porté quelque chose qui t'était agréable au niveau de la tête, là? Bah, elle me dit, non, je vois pas. Bah, je lui dis, si, pourtant, à une époque, il y a un peu plus d'1 an de ça, tu portais un bandeau ou une sorte de foulard ici, un bandeau autour de la tête parce que tu te trouvais jolie avec ce bandeau. Et tu l'as perdu. Et en fait, là, c'est pareil, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel, l'imaginaire ou le symbolique. Pour le cerveau, le fait d'avoir... Alors, et cette personne, évidemment, se trouvait très jolie avec cette casquette, mais le cerveau, lui, s'est dit, ben ouais, je retrouve ce contact agréable qui m'a manqué. Donc là, c'est un manque qui dure pendant plus d'1 an. On est d'accord, quoi.
Et donc, le fait de retrouver ce contact agréable, la personne déclenche son eczéma au niveau du contact ici. Alors, elle aurait très bien pu le faire tout le tour, évidemment. Mais là, le cerveau s'est dit, non, non, je vais juste le faire ici. La personne prend conscience de ça. Et donc, elle s'est débarrassée de ces deux eczémas, mais comme ça, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Hein, donc, il faut pouvoir amener les choses. Donc, toi, côté gauche du visage, alors, soit on peut voir en effet côté, si c'est côté partenaire, mère-enfant, etc. Mais ça peut être aussi, en fait, qu'est-ce qui m'a manqué d'agréable? Soit ça peut être sur du visuel, c'est-à-dire que peut-être qu'au niveau de ton visage, eh ben, ce n'est pas forcément quelque chose qui est en contact physique direct avec ton visage, mais ça peut être une perception que tu as toi de ton visage, quelque chose qui te mettait en valeur. Donc il y a des choses à creuser là-dedans. Mais l'eczéma, voilà, je vous ai donné l'origine émotionnelle de l'eczéma. Et s'il y a des personnes qui ont de l'eczéma, eh bien, en fait, voilà, c'est soit vous vous faites aider, soit vous trouvez par vous-même. Et un bébé qui va naître, vraiment un nouveau-né qui va naître avec de l'eczéma, eh ben, ce qu'on va chercher à savoir, c'est est-ce que maman, pendant qu'elle était enceinte, n'a pas été séparée de quelque chose qui lui était agréable. Donc, si ça se trouve, les parents ont déménagé d'une maison qui était agréable à la maman. Et en fait, c'est bébé qui va somatiser pour la maman. Très intéressant. Parce que du coup, on déprogramme le bébé et son eczéma s'en va. Coucou, j'ai des brûlures sur tout l'œsophage après une fibroscopie, plein d'ulcères. Quand j'arrête le traitement, cela revient. Alors en fait, au niveau de l'œsophage, on va essayer de savoir si c'est, en fait, on va le diviser en trois, si c'est dans les deux premiers tiers ou le dernier tiers de l'œsophage. Et à ce moment-là, en fait, on n'est plus du tout dans les mêmes tonalités. Euh, mais il faudrait qu'on voit ça ensemble, quoi. Hein, parce que du coup, ok, t'as plein d'ulcères. Ouais. Bah, c'est que là, tu as vraiment quelque chose, quelque part. C'est pareil, tu peux avoir des rails, hein, ce qui te remet en conflit émotionnel actif, du fait que, en fait, il y a quelque chose là que tu n'arrives pas à digérer, quoi. Enfin, c'est pas que tu n'arrives pas à digérer, parce que la digestion se fait dans l'estomac. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te reste en travers de la gorge. Donc, peut-être que dans ton vécu, il y a quelqu'un qui t'a fait vraiment une crasse et ça t'est resté coincé là, quoi, tu vois. Ok. Donc, il faut aller voir ça. Par contre, il est 21 heures passées, je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde. Ouais. Deux réveils nocturnes, eh bien, là, comme ça, je peux pas te dire si tu veux. En effet, le fait d'être dans un état dépressif, ça va généralement entraîner des réveils nocturnes à des heures super précises. Donc, ça peut être ça. En effet, tu es sous antidépresseur. Alors, peut-être que les antidépresseurs euh, résolvent une partie de ton état dépressif, mais par rapport au sommeil, c'est toujours compliqué. Là, il faut décoder, hein. Faut pas décoder, mais décoder pourquoi est-ce que tu es dépressif. Donc là, c'est pareil, on va aller chercher, donc là, on appelle ça des constellations. Donc tout ce qui va être dépression, vous avez des personnes qui sont maniaco-dépressives, ok? Donc elles peuvent être en bascule, hein, quand elles sont maniaques et qu'elles sont dépressives. Vous avez des personnes qui sont très maniaques, des personnes qui sont dépressives. Et en fait, ça va être des tonalités sensiblement identiques, mais en fonction de la latéralité, ça ne va pas du tout toucher les mêmes hémisphères cérébraux. C'est-à-dire que c'est en relation avec ce qu'on appelle des pertes de territoire. Donc ça peut être des pertes de territoire, ça peut être par rapport au... Là, tu vois, tu me dis que tu es en télétravail, alors peut-être, est-ce que tu es en télétravail, est-ce que c'est parce que... Ah non, pardon. Est-ce que tu es dépressif depuis peu de temps après le télétravail? Parce que là, en fait, je peux inventer plein de trucs, quoi, mais il faudrait vraiment échanger avec toi à ce sujet-là. Depuis quand tu es dans cet état-là et qu'est-ce qui a pu conditionner cet état-là, sachant que pour moi, l'état dépressif, bon, en effet, il est conditionné par rapport au vécu que là, toi, tu peux avoir, Christelle, et qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais généralement, c'est conditionné aussi. Est-ce que papa, maman n'avaient pas un état dépressif quand on était enfant? Et en effet, est-ce que quand on était enfant, on n'a pas vécu des pertes de territoire? Est-ce qu'on n'a pas déjà vraiment souffert en fait de perte de certaines choses? C'est-à-dire que dans une pathologie, vous avez ce qu'on appelle le programmant et le déclenchant. Et par rapport, pour moi, hein, c'est ce que j'ai observé, quelqu'un qui est dépressif aujourd'hui à l'âge adulte, généralement, le programmant va se faire pendant l'enfance. Et le déclenchant, ça va être un événement pendant son âge adulte. Donc, on va aller déprogrammer euh, les conditionnements des non-dits émotionnels durant l'enfance, ce qui fait que ça va faciliter le retour à un état normal par rapport à l'âge adulte. Ok. Je vais pas Ouais, Carla, y a-t-il des causes émotionnelles pour reflux gastro-œsophagien? Ouais, c'est une perception dans. Alors c'est pareil, un reflux remontée acide. En fait, c'est vraiment. Il y a différentes tonalités, mais ça peut être une perception de quelque chose de pas clean dans le territoire, quoi.
hein, alors c'est pas de l'envahissement de territoire, mais c'est vraiment un morceau indigeste. Voilà. Morceau indigeste un peu par rapport au clan familial, par rapport à la sphère familiale. Je sais pas si ça te parle. Ok, bah des bronchites, ouais. Donc asthmatiforme, je vais pas répondre à tout le monde, c'est trop court. Bah, si vous voulez me consulter, c'est Grégory Pelletier, hein, forcément. Mon site c'est boostez-vous.fr. Le mail c'est contact gp44@gmail.com. Donc on va aller chercher bronchite asthmatiforme. Depuis quand est-ce que tu souffres de ça? Si c'est tout enfant, bah, généralement, les enfants font des somatisations qui généralement ne leur appartiennent pas. Le parent vit une contrariété, le parent vit un conflit émotionnel, et c'est l'enfant qui se dévoue pour somatiser à la place du parent. C'est pas qu'il se dévoue volontairement, c'est tout à fait inconscient. C'est pour préserver l'espèce, préserver la survie. Un enfant, par exemple, qui va faire une grosse pathologie, que ce soit un cancer, que ce soit quelle que soit la pathologie que va faire l'enfant, en fait, quand c'est de la grosse pathologie, ça ne lui appartient pas. C'est pas lui qui est en conflit émotionnel, c'est le parent. Il résout un conflit du parent. Eh bien, les maladies génétiques, Azilis, pour tout ce qui est décodage biologique des maladies, eh bien, en effet, c'est une adaptation à son environnement. Un ancêtre a vécu un conflit émotionnel. C'est-à-dire que s'il avait eu un organe plus performant, s'il avait pu avoir ceci, s'il avait pu avoir cela, mucoviscidose par exemple, eh bien en fait, ça lui aurait permis de vivre plus longtemps. Et ce qui se passe, c'est que dans des générations plus tard, eh bien en fait, en effet, il y a un gène qui va venir s'exprimer ou pas, ça dépend de la maladie génétique, et qui va faire en sorte que la personne a une pathologie, a une maladie génétique. Et pourtant, en fait, en effet, cette maladie risque d'handicaper, voire même de faire mourir cette personne. Mais c'est juste qu'elle est en loyauté avec cet ancêtre. Donc, ce qu'on va aller chercher en constellation, c'est d'aller chercher quel est le conflit émotionnel de l'ancêtre, déprogrammer la personne de cette loyauté et faire en sorte, je ne dis pas que ça va le faire à 100%, mais si on peut diminuer fortement les symptômes de la pathologie, c'est-à-dire faire en sorte que le gène qui s'exprime ou le gène qui ne s'exprime pas, euh, on va rétablir un équilibre de manière à pouvoir permettre à la personne d'avoir une vie qui soit beaucoup plus paisible et harmonieuse. Ok. Mais là, je pourrais faire un Facebook Live de 3 jours là-dessus. Fracture malléole interne, survie droite, eh bien ça, en fait, c'est une phase de réparation au niveau de la malléole, donc il y a une symbolique au niveau de la malléole, et puis si c'est ta cheville droite, eh bien en fait, il faut voir si c'est ton côté mère-enfant ou côté partenaire, mais forcément, c'est en rapport avec un des deux, là, la latéralité va marcher. Et pourquoi est-ce que tu as fait une fracture? Eh bien c'est parce que le cerveau, tu as vécu en fait de la dévalorisation, soit côté partenaire, soit travail, soit côté mère-enfant, et donc à un moment, c'est aller mieux dans ta tête, c'est aller mieux, dans la situation que tu vis qui pouvait être conflictuelle. Et le cerveau se dit, ben, pour réparer l'os, la meilleure des choses que j'ai à faire, c'est pas de reproduire des cellules osseuses petit à petit, c'est je vais casser l'os de manière à ce que la suture de l'os, en fait, quand un os se casse, il faut savoir que là où est la suture, en fait, c'est beaucoup plus performant que l'autre os qui est à côté. C'est-à-dire le corps va faire de la masse, va faire de la matière qui sera beaucoup plus performante que celle qu'il y avait avant. Et en ostéo-douce, justement, on va pouvoir travailler sur la suture, parce que généralement, les gens qui vont se casser un os, eh bien, vont avoir après des douleurs un peu fantômes, c'est-à-dire que ça y est, c'est réparé, la suture est faite au niveau de l'os, mais il y a toujours des douleurs qui arrivent. Eh ben, c'est parce qu'en fait, l'énergie ne circule plus très bien au niveau de l'os, et donc en ostéo-douce, eh bien, on va faire toute la suture au niveau de l'os de manière à rétablir la circulation d'énergie. Douleur bassin-hanche. Tout ce qui va être bassin-hanche, sauf si c'est le col du fémur, évidemment. Le col du fémur, c'est tout à fait différent. Mais il peut y avoir des tonalités au niveau de la sexualité, soit d'abus sexuels, soit c'est euh, une personne qui aurait commis des abus sexuels, soit une personne qui aurait souffert d'abus sexuels. Mais pas forcément la personne vivante. Ah, mais là, vous me posez des questions. Bon, moi, le problème, c'est que quand je suis parti à parler, là, vous allez me faire exploser le timing. Là, ça va pas du tout, ça. Exemple, parce que c'est trop passionnant, quoi. Une jeune fille de 14 ans me consulte parce qu'elle a des douleurs aux hanches énormes. Elle en a depuis un certain temps, mais là, depuis qu'elle vient de fêter son anniversaire, non, 16 ans. Depuis qu'elle vient de fêter ses 16 ans, c'est pire que d'habitude. Elle marche avec des béquilles parce qu'elle a perte d'équilibre. Elle était en loyauté avec son grand-père qui avait abusé sexuellement des femmes.
Et en fait, elle était là pour résoudre le conflit émotionnel du grand-père. Elle s'est libérée de cette loyauté de ce grand-père qui avait abusé sexuellement des femmes. Et ça, alors c'est pas instantané. Elle s'est libérée des douleurs qu'elle avait. C'était des douleurs qui ne lui appartenaient pas. Elle était en loyauté avec son grand-père. Alors, dans ce que je dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais bon, si vous êtes là, tant mieux. Et puis, à la limite, moi, je vous donne des infos. Mais ça, on le fait en constellation, il n'y a pas de problème. Ok, bah super Linda, si ça match pour toi, moi je suis super content, je suis là pour vous rendre service aussi. Dystrophie de la cornée, alors, je suis pas le spécialiste des yeux, je pourrais te donner ça, je reprendrai, je te répondrai directement là. Des kystes, bah, en fait, si c'est des petits kystes graisseux, bah, c'est que vous avez des proliférations c'est des petites tumeurs bénignes en fait, hein, généralement. Donc c'est par rapport, bah, faut voir. Là où c'est focalisé, non, là où c'est localisé, eh ben, on pourra déterminer plus ou moins, je dirais, avoir une approche de se dire, ok, la symbolique c'est ci, la symbolique c'est ça. Et à partir de quand sont apparus les kystes ou le kyste. L'eczéma psoriasis, donc j'ai fait, Linda, j'ai fait, bah, peut-être que j'avais répondu quand psoriasis, en fait, bah, c'est deux conflits émotionnels en même temps. Autant l'eczéma, c'est parce que je viens de retrouver un contact agréable, et le psoriasis, en fait, bah, c'est quelque part, je suis dans une phase où ça va mieux, et en même temps, je suis aussi en conflit émotionnel actif d'une notion de souillure, de contact désagréable. Donc là, c'est deux conflits en même temps. Enfin, un conflit qui se résout et un conflit actif en même temps. Les verrues, c'est des phases de réparation, c'est par rapport à du contact sale, par rapport à... bah, c'est uniquement dans la tête que ça se passe, hein. C'est-à-dire que si à une personne, on lui dit, ouais, si tu vas à la piscine, tu vas choper des verrues, eh ben, tout de suite dans sa tête, elle se dit, bah ouais, si je marche sur le sol et que c'est sale, forcément, je vais attraper une verrue. Ben oui, mais déjà, on te conditionne à attraper des verrues parce on t'a dit que par terre, c'était sale. Alors, attendez, je vous dis juste un truc. Au centimètre carré sur votre peau, vous avez 3000 microbes. Alors, qui c'est le plus sale? Est-ce que c'est un sol désinfecté toutes les heures dans une piscine? Ou est-ce que c'est votre peau? Ouais, moi, ça me fait rigoler, mais c'est comme ça. Hernie cervicale, ouais, c'est 5, c'est 6 à présent. Ouais, donc t'as toutes les cervicales à voir. Alors, Emma, là, je vais développer le sujet, mais vous m'embêtez avec vos questions parce qu'elles sont trop intéressantes. Emma, si tu m'appelles, je vais déborder du sujet parce que j'en ai pas encore parlé ce soir, mais il y a de fortes probabilités pour qu'on ait tous déjà eu des vies avant d'avoir cette vie-là. Ce qu'on appelle des vies antérieures, c'est ce qu'on appelle le karma, et on en aura après. Quelqu'un comme toi qui a vraiment un problème au niveau des cervicales, est-ce qu'il n'y a pas des mémoires, soit chez des ancêtres, mais soit dans tes vies, de strangulation, de pendaison, d'arrachement de tête? Et c'est ça que je vais aller chercher chez toi. Je vais faire mon ostéo douce, mais avant d'aller faire l'ostéo douce, c'est en constellation, on va aller chercher vraiment si t'as pas des mémoires de qu'est-ce qui t'est arrivé au niveau de la nuque, quoi. Ok? Acné. Alors l'acné, c'est dévalorisation par rapport à l'aspect physique. Donc ça arrive chez les adolescents parce que, bah, évidemment, on va dire que ce sont les hormones. Ouais, ça agit un peu. Mais en fait, les adolescents, eux, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont envie de plaire aux autres. C'est-à-dire que, bah, ils peuvent avoir des amourettes, ils ont envie de tomber amoureux, ils ont envie de se plaire à eux-mêmes, de plaire aux autres. Et ce qui se passe, c'est que si jamais ils se sentent dévalorisés par rapport à leur aspect physique, en se regardant dans le miroir, l'acné va se contracter. Donc en fait, le miroir, du coup, pour les personnes qui ont de l'acné, bah, c'est un rail. Enfin, c'est pas un rail, c'est ce qui entretient l'acné. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous vous voyez dans une glace avec un bouton, vous vous dévalorisez. Donc le fait de vous dévaloriser, vous entretenez votre acné inconsciemment. Donc arrêtez de vous péter les boutons et arrêtez de vous regarder dans une glace. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir de l'acné jusqu'à 25, 26 ans et ont essayé tous les traitements et il n'y a rien à y faire. Sauf que là, et j'ai l'exemple, en constellation familiale, on va aller chercher quel est l'ancêtre qui s'est senti énormément dévalorisé dans sa vie, et ce qui fait que la personne qui est vivante aujourd'hui, en fait, solutionne le conflit de dévalorisation de l'ancêtre. Ok, côté gauche, ça marche. Acouphène permanent. Donc là, c'est super intéressant. Alors, est-ce que tu as une hyperacousie aussi? Depuis quand? Acouphène, en fait, il y a différentes possibilités. C'est ton cerveau qui envoie des ondes, des fréquences, justement, pour cacher un son qui t'est désagréable, un son que tu ne veux pas entendre. Ça peut être ça. Ou bien si c'est acouphène et hyperacousie, ça, moi, j'en ai eu et ça s'est très très bien résolu. Alors, c'est désagréable à un point, c'est assez impressionnant.
Eh bien, ouais, voilà, hyperacousie. Depuis quand? C'est-à-dire que là, alors je parle en connaissance de cause, euh, est-ce qu'il n'y a pas un son, des paroles, une voix qui te manque, qui te sont parues agréables et qui te manquent sur le plan émotionnel? Ok, bah ouais, Sylvie, je sais pas. Faut qu'on va s'entendre par rapport à ton mari. Ok, Linda. Eh ben, moi, en fait, je fais les consultations en présentiel à Nantes ou bien en visio. Hein, ça, on fait ça en visio, sur Messenger, sur Skype, voilà. Et puis, en fait, j'ai pas besoin d'avoir un contact physique avec vous. Hein. C'est parce que bah, on discute et les constellations familiales, bah, c'est ce qu'on appelle de la canalisation, c'est-à-dire que j'arrive à ressentir les émotions, les non-dits émotionnels, pour vous en libérer. Ok, ouais, Gaël. Voilà, par contre, je vais avoir du job là. Vous m'avez donné du job, faut que je réponde à tout le monde après. Existe-t-il un document avec les correspondances symptômes maladies? Ouais, alors moi ce que je vous conseille en bouquin, alors pas celui de Jacques Martel parce que il est pour moi un peu trop ésotérique et il est un peu trop facile. Mais par contre c'est celui de Christian Flech, dictionnaire. Hein. Vous tapez Christian Flech, dictionnaire des mots et des maladies et franchement celui-là il est très très bien fait. Alors Christian Flech, il en a fait plein en fonction de différentes zones du corps. Et puis vous en avez un qui vraiment fait, alors je l'ai pas là, mais qui vraiment reprend tout dans sa globalité et il est très très bien fait. Herpès à la bouche. L'herpès, en fait, c'est une phase de réparation. Donc si c'est au niveau de la lèvre, ça peut être intéressant de voir si c'est côté haut, côté bas, et voir s'il n'y a pas aussi une latéralité. Mais c'est en fait, si tu veux, par exemple, si, donc c'est Linda, par rapport à si tu as un conjoint, si tu as un petit ami, en fait, est-ce que tu n'avais pas une certaine crainte, une certaine rivalité par rapport à quelqu'un? Est-ce que tu n'avais pas une petite crainte, une petite rivalité que ton conjoint, tiens, il a regardé de travers une copine à lui ou des choses comme ça? Et puis en fait, du jour au lendemain, il dit, bah, de toute façon, non, non, elle est partie, elle a déménagé, et hop, tu peux déclencher un herpès. Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais dans l'esprit. Je dis pas que ça peut être ça, cet exemple-là. C'est-à-dire que dans l'esprit, c'est, tu vois, voir par rapport à si tu as un conjoint. Si tu n'as pas de conjoint, c'est une résolution de conflit. Donc, et en effet, c'est au niveau de la bouche. Donc, c'est le rapport à la bouche. Donc, tout ce qui est yeux, je répondrai pas ce soir parce là, il y a une tartine phénoménale. Ok. Alors, l'eczéma dans l'oreille, c'est pas forcément le toucher, le contact qui est agréable, c'est les paroles agréables. C'est-à-dire qu'il y a des paroles agréables qui m'ont manqué et là je les retrouve, ce qui fait que je déclenche mon eczéma à l'intérieur de l'oreille. On décode ça, vous vous libérez de cette origine, de cette sensation de côté agréable qui m'a manqué et que j'ai retrouvé. Toc, ça débloque l'eczéma. Bah, douleur neuropathique, c'est trop vaste en fait. Il me faudrait un diagnostic, il me faudrait des symptômes plus que ça, tu vois. Là, c'est trop vaste quoi, parce que douleur neuropathique, bah, on va avoir la fibromyalgie, je sais pas, on va avoir plein d'autres pathologies en fait qui vont venir se greffer dessus quoi. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent être formés sur cette notion de décodage biologique des maladies, parce que aujourd'hui vous êtes concerné, demain vous serez concerné, que vous soyez thérapeute, praticien ou pas, c'est juste de la culture personnelle, quoi. C'est-à-dire que demain, en effet, vous faites un eczéma, vous faites une sinusite, je sais pas, vous faites un cancer, quoi. Vous n'allez pas du tout aborder la maladie de la même façon. Demain, vous apprenez que vous avez un cancer du sein. Bah, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris sur le cancer du sein? Ben ouais, j'ai compris, je suis en train de vivre ce conflit émotionnel avec mon enfant, avec mon animal domestique. Et c'est ça qui crée le cancer du sein. Là, j'invente des exemples. Mais du coup, vous allez beaucoup moins subir le diagnostic qu'on va vous faire. Vous allez pouvoir prendre de la distance et quelque part être acteur sur votre santé directement. OK? Quid de la capsulite à l'épaule gauche? Je l'ai évoqué tout à l'heure hein, par rapport à soutenir, maintenir. Voilà, il y a la notion de latéralité. Je vous invite pour les personnes qui sont venues en cours de Facebook Live, là, bah, regardez depuis le début et puis j'ai évoqué certains sujets. Ok, intestin irritable et brûlure d'œsophage, que faire, merci. Annie, bah, tu me consultes. Alors, tu vas me dire, c'est une réponse facile. Ben ouais, mais moi j'ai une personne le jour qui m'a contacté justement parce qu'il n'avait pas un Crohn, c'est vraiment côlon irritable.
en 1 heure et demie. Je dis pas que c'était réglé, mais ça allait déjà 10 fois mieux pour lui pour la suite. Il avait d'énormes fatigues en plus qui étaient rattachées à ça. Il avait des problèmes, donc c'est un homme, hein, il avait des problèmes par rapport, ben, il était un petit peu en sous-poids par rapport, parce il avait énormément de difficultés du coup à assimiler les aliments. Et donc ça s'est très bien fait. On est allé chercher justement, tu vois, par rapport à tout ce qui est intestin irritable, bah, des loyautés envers les ancêtres, première chose. Et puis ensuite, on est allé voir bah, chez lui justement, dans sa vie, est-ce qu'il n'y a pas des événements qui ont été à l'origine de ces troubles, bah, de ce symptôme de côlon irritable. Et brûlure d'œsophage, ok, bah, c'est vraiment le truc, c'est les morceaux indigestes, quoi. C'est vraiment qu'est-ce qui passe pas, qu'est-ce qui fait que tu as dû vivre des événements où on t'a fait des crasses dans la vie, en fait. Il y a des choses, c'est pas passé pour toi, quoi. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Je ne connaissais pas, mais vous êtes vraiment intéressant. Bah, merci beaucoup, Luce, avec grand plaisir. Tac, ok. Bonsoir, Karine, pour un pincement discal S5. Cruralgie, donc ça va être plutôt à l'avant. J'ai pas, là, je l'ai pas en tête celui-là. Je vais te répondre après en message en privé. Cancer du côlon et de la thyroïde, ok. Donc thyroïde, bah, ça va être une notion par rapport au temps. Cancer du côlon, bah, ça va être vraiment le morceau dégueulasse qui n'arrive pas à passer. Alors si c'est toi, Vanessa, qui a cancer du côlon et de la thyroïde, je t'invite vivement à me contacter puisque là, en fait, tu es dans des conflits actifs. Donc je ne sais pas si tu as vu depuis le début le live, mais je fais bien la dissociation entre un cancer quand on est en conflit actif et un cancer quand on est en résolution de conflit. Mais ce qui se passe, c'est que un cancer du côlon, comme un cancer du foie, comme un cancer du pancréas, ce sont des conflits actifs. Et donc, tant que la personne, psychologiquement, inconsciemment, vit ce conflit émotionnel actif, il n'y a aucune raison que le cancer s'arrête. Donc, on pourra faire toutes les chimios, tous les lasers que tu veux, tant que tu n'as pas fait l'ablation, eh bien, ton cerveau envoie l'information à ton côlon comme quoi il doit être hyper efficace, sauf que ça vient obstruer hein, tes évacuations. Quoi. Donc, il faut faire en sorte que ça se réduise. Quoi. Je n'ai plus, c'est passé. Bon, bah super, tant mieux pour toi. Mais au niveau de la thyroïde, bah, tu vois, bon, tu reviendras sur le live. Ok, bah ouais, vertige et déséquilibre suite à destruction nerf vestibulaire oreille droite. Bon, bah là, en fait, le problème, c'est que comme il y a une lésion au niveau d'un organe, bah, c'est vrai que ça a dû certainement toucher ta sphère de l'équilibre. Après, bah, je dirais qu'il faut aller chercher plus en ostéo douce de manière à rétablir justement la circulation de l'énergie dans tout ce qui est sphère de l'équilibre. Et on va aussi travailler au niveau des cervicales et on va même descendre jusqu'au sacrum. Alors après, par rapport au L5 et S1, je répondrai plus tard en message privé. Alors je pense pas que je vais le faire ce soir parce que là, vous m'avez fait exploser le timing. C'est pas bien du tout. Il est 21h30. Je suis pas d'accord. Merci beaucoup à vous pour ce live. Donc semaine prochaine, bah, j'en refais un autre, 20h, 21h, comme tous les mercredis soirs. Quel sera le sujet? Eh ben, j'en sais rien parce que je le décide 3-4 jours à l'avance en fonction de ce qui me vient. Bah, Magali, je te répondrai, c'est pareil en message privé. Euh, donc, si vous voulez avoir plus d'infos sur ce que je fais, c'est boostez-vous.fr. Mon mail, c'est contactgp44@gmail.com. Je consulte en présentiel, en visio. Que ce soit en présentiel, en visio, bah, ça marche exactement de la même façon. Je veux dire que ce soit de l'endométriose ou autre, il n'y a pas de problème. Je veux dire. L'énergie, elle circule, hein. C'est juste ça. Quoi. Demain, imaginons vous vous brûlez demain, vous connaissez un magnétiseur qui barre le feu. Moi, c'est pas ma spécialité, j'ai jamais essayé, mais je dirais que ça doit marcher aussi. Mais c'est pas moi que vous allez appeler, je dirais. Vous allez appeler un magnétiseur qui barre le feu. Vous allez l'appeler au téléphone. Et vous pouvez quasiment être sûr que dans les 5 minutes qui suivent, la douleur, soit elle n'existe plus, soit elle s'est fortement diminuée. C'est-à-dire qu'il ne vous a absolument pas touché. Il s'est connecté à votre brûlure et il fait en sorte que ça s'atténue. Et puis la réparation au niveau de la brûlure, la plaie en tout cas, va se cicatriser beaucoup plus vite. Merci à toutes, merci à tous. Une très belle soirée et puis bah, j'espère vous retrouver à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à la liker et je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos que j'ai aussi fait en live bah, depuis 2 mois. Je parle sur tout ce qui est problème ostéo-articulaire, je parle sur plein de choses diverses et variées, sur l'influence des lieux sur nous. Voilà, c'est des sujets qui sont passionnants. Je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Moi, j'en découvre tous les jours et j'espère que
grâce à ces lives, je vous fais partager mes connaissances. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Au revoir.